suis à Vienne devant la cathédrale Saint-Étienne. Et bien sûr, Vienne, eh bien c'est Sissi, Beethoven, Mozart, etc. Mais je vous propose d'aller voir un peu autre chose que les trucs très touristiques et de prêter attention aux petits détails culturels et historiques de la ville. Alors je vous emmène avec moi à Vienne. Bienvenue dans C'est une autre histoire. Alors là, on est juste à côté de la mairie, le Rathaus, les prononciations toujours aussi horribles. Et on est juste à côté d'une statue assez surprenante. En fait, il faut s'approcher pour voir sa particularité et justement scruter les petits détails. Comme ça tombe bien, dis donc, pour cette vidéo, je m'approche et t'as plus le point. Parce qu'en fait, c'est une statue d'un chevalier en bois qui est entièrement recouverte de clous. Mais pourquoi, me direz-vous? Et pourquoi? Cette statue s'appelle le Vermijn in Eisen, donc le soldat de fer. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle date pas du tout du Moyen-Âge, mais du XXe siècle. Et à la base, c'est une statue qui a été mise en place pour lever des fonds pour l'effort de guerre en 1914. À la base, elle a été installée en 1915 sur la Schwarzenbergplatz. Et donc les gens venaient acheter un clou et le planter dans la statue. Et avec les sous, on a aidé les veuves et les orphelins de guerre, par exemple, etc. Apparemment, on estime qu'il y a environ 500 000 clous qui sont plantés sur la statue. Et ensuite, elle a été ressortie en 1934 pour une autre cause, mais cette fois, c'est le socle qu'on a changé et les gens ont planté les clous sur le socle. Et cette pratique de planter des clous dans une statue en bois est sans doute inspirée d'une chose beaucoup plus ancienne pour le coup et qui se trouve aussi à Vienne, qu'on va aller voir, qui s'appelle l'arbre à clous. Alors ici on est sur la Stephansplatz qui est une des places principales de la ville et donc il y a plein de gens qui circulent et tout, il y a plein de magasins, il y a une magnifique église ici, mais il y a ce petit détail discret derrière moi que pas grand monde remarque, ou en tout cas faut être un peu au courant pour le savoir. C'est ce tuyau derrière et à l'intérieur il y a un tronçon d'arbre. Et donc c'est un arbre à clous, un bâton à clous. C'est un épicéa et c'est un arbre médiéval couvert de clous, donc on sait pas trop pourquoi. Les arbres comme ça avec des clous dedans, c'était assez courant dans l'Europe de l'Est médiévale. Donc évidemment il y a plein de légendes autour, du type c'est le diable qui a fait ça, etc. On se dit que peut-être les clous c'était des ex-voto, donc des offrandes pour des divinités. L'arbre, on a estimé qu'il aurait commencé à pousser vers 1400 et qu'il aurait été coupé en 1440. Et on sait que les premiers clous en tout cas ont été plantés de son vivant. Donc là on voit plus qu'un morceau maintenant qui a été découpé et placé sous verre ici. Du coup, il faut vraiment prêter attention pour le voir. En plus, il n'y a aucune plaque qui explique ni rien. Même si il y a des petits groupes avec leur guide qui s'arrêtent devant, mais quand même, faut le voir quoi. Donc c'est à la fois un détail assez discret sur cette place grande où il y a plein de monde qui passe qu'on remarque pas forcément. Et en plus, il y a du détail dans ce détail puisqu'il faut aller voir les petits clous qui sont plantés dessus. Et donc probablement c'est cette pratique des arbres à clous qui était la source d'inspiration pour la statue, pour lever des fonds pour la guerre que je vous ai montré avant. Je suis devant la maison Hasenhaus, donc la maison du lièvre. Et ici aussi, il faut prêter attention à un petit détail discret devant lequel on peut passer sans le remarquer. Il s'agit de la fresque qui se trouve au mur, où on peut voir une vache à lunettes et un loup qui joue au bagamon. Camoulox. Alors j'ai aussi trouvé des versions qui disent que c'est un renard et qui joue au trick-track. Bref, c'est aussi un jeu avec un plateau avec des triangles. Et on voit aussi les jambes d'un homme qui se tient debout derrière, en rouge, et qui tient ce qui serait une tapette à mouche. Alors ce serait une fresque qui daterait du début du XVIe siècle. Il faut savoir qu'au XVe, Enea Silvio Bartolomeo Piccolomini, qui est ensuite devenu le pape Pie II, aurait décrit les plus belles maisons de Vienne comme étant recouvertes de fresques à l'intérieur comme à l'extérieur. Aujourd'hui, ces fresques ont disparu pour la plupart, mais on a retrouvé celles-ci lorsqu'on a restauré la maison. Et ce dessin, c'est tout ce qui reste de l'ensemble de la fresque qui contenait visiblement une scène de chasse à lièvre, d'où le nom de la maison.
Bon mais alors du coup ça veut dire quoi cette scène un peu bizarre? Bah alors encore une fois on a plusieurs interprétations, mais elles sont visiblement toutes postérieures à la date de création de la fresque. Donc elles ont été inventées a posteriori et on sait qu'elles sont fausses. Mais je vais quand même vous les raconter parce que c'est rigolo. Mais du coup en vrai on sait pas pourquoi il y a une putain de vache qui joue au backgammon avec un loup. Alors il y a une version qui dit que le propriétaire de la maison jouait souvent au trick-track avec un de ses amis et qu'il aurait marié cet ami à sa fille. Et comme cadeau de fiançailles, elle aurait demandé que la maison soit baptisée, mais comme ils n'avaient pas d'idée de nom pour la maison, ils l'ont nommée d'après le nom du jeu. Et donc un peintre serait venu immortaliser ça en peignant cette fresque. Donc apparemment cette histoire elle a été inventée au 19e siècle, donc bien après la création de la fresque. Certains y ont vu aussi une allégorie des tensions politiques entre protestants et catholiques. Et ça aussi c'est encore une interprétation d'un historien local qui date de 1883 et c'est basé sur l'idée que la fresque elle-même date de la fin du 18e siècle quand il y avait des grosses polémiques anti-protestants à Vienne. Donc a priori c'est pas ça non plus. On se demande aussi ce que l'homme fait derrière. Il y en a qui disent qu'il chasse les mouches avec sa tapette à mouche pour la vache et d'autres aussi disent que c'est un fourreur, donc celui qui empaille les animaux et non pas, voilà, qui attend que l'un des deux animaux perde pour récupérer sa fourrure. Donc on ne sait pas, mais en tout cas c'est rigolo de regarder cette fresque qui est toute discrète là dans son petit coin, elle est plutôt jolie. Faut prêter attention aux petits détails. Alors c'est vrai que Hundertwasser est très connu à Vienne, mais je résiste pas au plaisir de vous montrer une de ses œuvres. C'est mon petit kink architecture fantaisiste, un peu comme Gaudi à Barcelone, et d'ailleurs Gaudi c'est une des sources d'inspiration de Hundertwasser. Et comme c'est des bâtiments qui fourmillent de petits détails, ça me semble tout à fait à propos pour la vidéo. Il y a plein de petits trucs à scruter, j'adore. Et puis je trouve ça magnifique et inspirant. Donc Hundertwasser est né en 1928 et il est mort en 2000. Il était architecte mais peintre aussi. Il ne se démarque pas particulièrement par des prouesses techniques, mais plus par son propos qui était revendicateur. Ses réalisations, elles sont toujours conçues en harmonie avec la nature. Les plantes, elles occupent une place très importante. Bon là, ok, c'est l'hiver, elles sont un peu rabougries, mais il y en a plein sur tout l'immeuble. Il a conçu des projets avec des arbres locataires qui sont autant des habitants de la maison que les humains. Et il prenait aussi une utilisation de la couleur, comme on peut le voir, en harmonie avec la nature. Et donc ça, c'était une revendication dans une civilisation qu'il jugeait assujettie aux formes lisses, droites et à la monochromie. C'est vrai que les bâtiments de Vienne, quand on les voit, ils sont magnifiques, mais souvent d'une seule couleur ou deux. Alors que là, bon, c'est foisonnant. Il revendiquait aussi le droit à la fenêtre pour tous les habitants, et donc toujours le fait que l'homme se laisse porter par une créativité en harmonie avec la nature. Donc c'était une critique de l'architecture de son temps, où certains disaient que les maisons étaient faites de murs, lui il disait que les maisons étaient faites de fenêtres. Ces positions, elles étaient jugées radicales par certains, mais pour autant il a quand même convaincu le gouvernement autrichien qui l'a fait intervenir dans plusieurs bâtiments publics. Donc il avait des détracteurs bien sûr, mais il a été d'une grande contribution à l'architecture contemporaine, notamment avec ses idées très positives. Donc là on est devant la Hundertwasser House, donc la maison Hundertwasser. Elle a été construite entre 1983 et 1986. Donc ça c'est des logements, il y a 52 logements et 4 bureaux d'après mes infos. Et c'est le maire de Vienne qui lui a offert un terrain en 1977 pour qu'il y construise un truc en accord avec ses idéaux. Donc on peut voir que les plantes, comme je disais, y occupent une place très importante et elles sont très éclectiques. Il n'y a pas de place pour l'homogénéité ici, tout comme pour les façades. Il y a plein de balcons, de pergolas, de loggias, etc. Il y a des balcons qui sont uniquement pour les humains et d'autres qui sont uniquement pour les plantes. Et d'ailleurs toutes celles qui ont été retirées pour la construction du bâtiment ont été restaurées sur les toits. Et ce sont les ouvriers, les auteurs des mosaïques qu'on peut voir sur les murs, dans les couloirs, les escaliers, dans les salles de bain et les cuisines. Et ils ont prêté attention justement à ce que ce soit éclectique et pas de régularité pour éviter l'effet quadrillage classique. C'est aussi la première maison où le droit à la fenêtre est inclus dans le contrat du locataire. Donc l'habitant a la possibilité de transformer s'il le souhaite les murs extérieurs des fenêtres de la largeur que peut couvrir un pinceau. Ainsi, avec cette réalisation, Hundertwasser a montré qu'une architecture humaine en harmonie avec la nature était possible, y compris dans un délai de construction normal, même si, comme sur tout chantier, il y a eu des rallonges de temps et de budget visiblement. En tout cas, c'est vraiment un plaisir pour les yeux au milieu de Vienne, qui est bien sûr magnifique, mais ça contraste énormément et c'est totalement féerique. Donc c'est agréable de venir voir ce genre de bâtiment. Même le sol est tout irrégulier, les pavés, les bosses, etc.
Hey, il y a du tricotag ou du yard bombing que je vous avais montré sur la vidéo de Paris. Juste à côté de la maison de Untertwasser, vous pourrez trouver un tout petit musée super original, c'est le musée des copies et des faux tableaux. C'est donc une petite galerie, pareil, il faut le remarquer, qui ne possède pas un seul original à l'intérieur. Et donc ça me semble tout à fait à propos, puisque pour déceler un original d'un vrai tableau, il faut prêter attention aux détails. Ici, vous allez voir des faux Monet, Rembrandt, Klimt, Picasso. Et comme le musée trouve régulièrement des nouveaux faux, les collections changent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, il y a des faux, ça se voit que c'est des faux. D'autres, faut vraiment être connaisseur pour le savoir. Moi, perso, j'ai pas les compétences. Mais c'est donc génial de dédier un musée à ça, puisque les faussaires ont parfois des compétences extrêmement précises et sont super doués, puisque pour faire passer un tableau pour un vrai, forcément, il faut avoir du talent aussi. Donc le musée explique qu'il y a différents types de contrefaçons. Il y a le fait d'inventer un tableau en le faisant passer pour le tableau d'un maître très connu. Il y a le fait de copier exactement un tableau qui existe déjà, mais de manière illégale. Et il y a le fait de faire une copie normale, comme pour vendre par exemple des posters de manière légale pour le coup. Et donc le musée met en avant certains artistes faussaires extrêmement doués. C'est pratique parce que vous avez droit à un petit guide bien détaillé et bien documenté avec plein d'histoires passionnantes. Et donc je vais vous raconter l'histoire de l'un d'entre eux qui est quand même génial et qui est assez connu, c'est Tom Keating. Donc Tom Keating, c'est un Anglais né à Londres et il vient d'une famille pauvre. Il a d'abord commencé par être peintre en bâtiment pour subvenir à ses besoins, mais sa vraie passion c'était restaurer des œuvres d'art. Et malgré le fait qu'il ait exposé des œuvres sur le marché de l'art, il n'a jamais réussi à s'y imposer. Et il était extrêmement écœuré par le milieu du marché de l'art, qu'il trouvait vraiment pourri. Et donc il a commencé à faire des faux en espérant duper les experts et les collectionneurs. Il s'est vanté d'avoir fait plus de 2000 tableaux qui sont ou qui étaient en circulation. Et dans ces tableaux, il plaçait une sorte de bombe à retardement parce que, comme il connaissait bien les matériaux pour peindre et restaurer les œuvres, il utilisait de la glycérine comme dernière surface de couleur. Or, pour nettoyer les tableaux, ce qu'il faut faire régulièrement, on utilise un produit qui fait se dissoudre la glycérine. Donc les collectionneurs qui avaient acheté un tableau en pensant que c'était un original, se retrouvaient avec un tableau fondu. Donc ces œuvres s'auto-détruisaient, un peu comme ce qu'on a vu récemment avec Banksy. Et il écrivait sur la toile avant de commencer à peindre des mots vulgaires ou simplement le mot fake que les rayons X par exemple permettaient de révéler. Et aussi il ajoutait volontairement des erreurs ou des anachronismes, des pigments bizarres dans ses tableaux. Et d'autres faussaires ont utilisé ces mêmes techniques pour se défendre justement d'être accusés d'escroquerie en disant non les gars, c'est vous qui n'avez pas été attentifs. Et comme souvent avec ce genre de truc, l'ironie du sort veut qu'après sa mort, en 1984, ces tableaux ont commencé à prendre eux-mêmes de la valeur. Bon, en tout cas, c'est un chouette musée pour venir un peu vous réchauffer. C'est tout petit et très sympa, mais c'est assez rigolo de venir comparer. Vous avez à chaque fois un tableau et un original à côté. Ça, c'est la maison boule qui a été construite par l'artiste Lippberger et son fils en 1971 dans une petite ville d'Autriche qui s'appelle Katzelsdorf. Au début, c'était un atelier d'artistes, mais assez vite, les autorités locales sont venues leur dire que la maison n'était pas réglementaire et visiblement, ils l'avaient construite sans permis de construire. Oupsie. Bref, du coup, il a été en conflit avec les autorités. Pour pas se laisser faire, il a carrément déclaré en 1976 l'indépendance de la République de Kugelmugel, donc le nom de la maison. Kugelmugel, c'est plus ou moins la boule sur la colline, si j'ai bien compris. N'hésitez pas à me corriger. Il y a eu un procès et il a été condamné à 10 semaines de prison en 1979 et il devait donc reconstruire sa maison en suivant les règles de l'urbanisme. En juin 82, après l'intervention du ministère de la Culture, la maison boule a été
été installé ici à Vienne. Et on est dans le parc du Prater, juste à côté d'une superbe fête foraine. L'artiste est mort en 2015, mais la maison est toujours là. Et donc c'est un micro-état, donc absolument pas reconnu. Mais aujourd'hui, il y a quand même plus de 600 personnes dans le monde qui se réclament de la République de Kugelmugel. Et du coup, cette maison, c'est la seule adresse de la République. Voilà, c'est assez drôle, il faut remarquer cette maison un peu de détail au milieu de cette fête foraine et de ce parc immense. Et donc comme à chaque fois dans les vidéos, je demandé à un ou une locale de nous montrer un endroit qu'il ou elle aime particulièrement dans sa ville. Et aujourd'hui je suis avec Isabella. Salut, hi, I'm Isabella. I'm 32 years old and I'm living in Vienna. I was born and raised here and I want to show you my favorite park of the city. So as you see behind us, we have a big children's playground. It wasn't here when I was young. I wished it would have been here. It's called the Western City. And if you come to Vienna with kids, please visit this place because it's the most beautiful children's playground in the city. And it's a natural park, it's not artificially made, so I really enjoy going here because no one knows this place. Not even the people living around here, they don't come here. Only the children come here for playing, and it's the perfect place to get some rest, to enjoy your time. Today is a beautiful day in the autumn, so you can go around, play with the leaves as a child. Grâce à Isabella, on conclut cette vidéo au vert et c'est pas désagréable. Est-ce que vous avez vraiment été attentif aux petits détails dans cette vidéo du coup? Et est-ce que vous avez remarqué ce petit champignon qui revient dans tous les endroits où nous sommes passés? Je vous donnerai les solutions sur les réseaux sociaux et sur Instagram. Vous pourrez retrouver les stories de voyage. Elles sont dans les stories à la une. Si vous êtes resté jusque là sans avoir zappé, c'est que vous aimez bien la chaîne et si vous avez envie de la soutenir, n'hésitez pas à lâcher un petit tip sur Tipeee, ou si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez mater une pub sur Utip. Si vous n'avez pas envie de vous taper une pub, pour aider, vous pouvez mettre un pouce bleu ou partager, ça aide beaucoup aussi. Et si vous n'avez pas envie de soutenir la chaîne, je vous comprends, je vous fais quand même des gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre histoire.